Comment va l'entrepreneuriat au Québec, selon toi? Moi, je pense qu'il va mal. Moi, je pense qu'il va très mal. Vas-y. C'est ce que j'entends. C'est ce que je vois. C'est ce que j'entends. Des entrepreneurs découragés, tannés. Bureaucratie lourde, hein, ça, c'est clair. On n'en finit pas de nous abattre avec des nouvelles responsabilités en tant qu'entrepreneur. Pas beaucoup de compassion pour les entrepreneurs. Qu'est-ce que ça demande? C'est quoi que les entrepreneurs doivent faire comme compromis pour rester en vie, traverser des époques difficiles? Bonjour Marie, Bonjour. Saint-Pierre. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Mais merci de l'invitation. Écoute, une carrière extrêmement riche, grande créatrice de mode, designer, 40 ans ou près de 40 ans ou Pas encore. pas encore 40 ans d'expérience, pas 40 ans d'âge, 40 ans d'expérience, des connus au Québec, à l'international, connus des prix, connus pour la qualité de ses produits, les vêtements de luxe, un nom en fait qui résonne. Moi, je l'ai entendu souvent même avant d'être dans le milieu des affaires, fait que je suis un peu honorée, en fait, de t'avoir gentil. aujourd'hui, que tu prennes du temps puis venir nous parler. Je suis vraiment, vraiment très contente. Ça me fait grand plaisir. Fait que là, je t'ai présenté de façon peut-être moins intéressante que tu l'aurais probablement fait toi-même parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à dire. Mais j'ai envie de savoir, de lancer un peu la discussion avec toi puis de te dire, OK, ça fait 40 ans, ça fait près de 40 ans, en fait, que tu es dans ce domaine-là, que tu excelles. Du moins, tu as eu des défis, mais tu excelles dans ce que tu fais. Qu'est-ce qui te motive après tout ce temps-là de continuer? C'est quoi l'étincelle que tu as en toi 40 ans plus tard? Ben, en fait, c'est une passion, hein, et l'entrepreneuriat et évidemment l'industrie du vêtement. Je dis l'industrie du vêtement plus que la mode. Puis je vais dire le vêtement, en fait, m'intéresse beaucoup par son pouvoir de communication, par son pouvoir de changer des choses, par son pouvoir de nous donner de la force, de la confiance et de la compassion. Alors, moi, je pense que le vêtement joue un rôle important dans la communication envers autrui. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Ça a toujours été ça? La passion a toujours été à ce niveau-là quand tu parles du vêtement? Oui, oui, je n'étais pas du tout attirée par l'industrie de la mode, contrairement à beaucoup de jeunes ou de gens qui aiment cette industrie-là parce que ça a l'air glamour et tout. Moi, j'étais plutôt de l'autre côté. Premièrement, je suis une environnementaliste, là, donc j'ai déjà une, une patte cassée dans cette industrie-là parce que c'est extrêmement compliqué d'être écologique et responsable dans une industrie qui prône le changement. Mais surtout, je pense, c'est le dialogue entre les femmes qui m'intéressait. Je pense que je suis comme une féministe qui se cache derrière des belles robes. Ah, ben écoute, je trouve pas que. Je regarde ce que tu fais, puis je trouve pas que c'est caché. On le sent bien. On le sent vraiment bien. Puis, fait que là, la flamme est toujours là. Puis aujourd'hui, disons. Donc, c'est ma clientèle qui m'intéresse. C'est les femmes que j'habille qui font que je suis encore intéressée. Le dialogue que j'ai avec ces clientes-là est extraordinaire. Et puis, Montréal étant la ville où j'ai décidé de m'installer, à tort ou à raison, hein, parce que c'est une ville plutôt difficile pour ce genre de métier-là. Par contre, la clientèle que j'habille à Montréal est exceptionnelle. J'habille des femmes vraiment exceptionnelles qui m'ont permis de grandir, qui ont maintenu le dialogue, qui sont restées fidèles et avec qui j'ai partagé des grands moments, soit de leur carrière, de leur vie personnelle, de leur vie amoureuse, sociale et tout. Et ça, c'est vraiment fantastique parce que j'ai fait des rencontres de gens qui sont inspirants, de femmes inspirantes. Puis comment cette clientèle-là, elle a évolué au fil du temps? Parce que est-ce que ça a toujours été cette relation-là privilégiée avec ta clientèle? En quelque sorte, oui. J'ai vraiment une relation privilégiée avec ma clientèle parce que je pense qu'ils viennent chez Marie Saint-Pierre pour une occasion spéciale dans leur vie. Que ça soit une entrevue pour leur première job ou la graduation ou, je sais pas moi, leur mariage, donner une conférence, peu importe ce qui se passe dans leur vie, de les accompagner dans ces moments-là, puis qu'ils me choisissent, que le matin de cette journée-là importante, je sois avec eux, puis que je les rassure, puis que je leur donne la force de passer à travers cette expérience-là. Hein? Puis mes clientes me le partagent aussi, donc je reçois des notes. Et puis il y a des gens qui me disent tous les grands événements de ma vie, je les ai vécus avec toi, donc j'ai l'impression de te connaître, j'ai l'impression. Puis c'est vrai, mes clientes, je pense qu'ils me connaissent mieux que moi je les connais parce qu'eux autres portent non seulement mes créations, mais ils voient où est-ce que je les amène dans mon travail. J'essaie d'avoir justement de mélanger la force et la fragilité. La puissance et la compassion,
le pouvoir et la séduction. J'essaie de donner un angle où on n'a pas à choisir entre être un gars ou une fille, on n'a pas à Ouais. choisir être fort ou faible, ou on a à choisir d'être fort et faible en même temps. Et de se donner le loisir d'avoir toutes ces nuances-là, de ne pas être dans les extrêmes, de ne pas être dans les, justement, dans les extrémités de la pensée, de se laisser vivre l'entièreté de ce qu'on peut vivre à travers notre vie, nos expériences. Puis un vêtement, ça permet des nuances. Mhm. Ça te permet de nuancer ta journée. Ça te permet de ponctuer ta journée. Ça te permet de te sentir bien. Moi, je pense que quelqu'un qui se sent bien fait forcément du bien. Quelqu'un qui se sent mal a de la difficulté à prôner le bien. Donc, de se sentir bien dans sa peau, ça aide définitivement à rayonner puis à procurer du bien-être aux gens qui t'entourent. Mais cette relation privilégiée-là, est-ce que des fois, ça t'amène même dans le processus de conception, à penser à la personne qui va porter ton vêtement, que tu connais parce que tu as développé cette relation-là? Ça a-tu un impact? Oui, mais oui, ben oui, clairement, quand je développe mes collections, j'essaie de penser à tout, à différents types de femmes. J'avais pas qu'une seule femme, j'en avais plusieurs. Puis même une femme peut être plusieurs femmes à la fois dans dans sa journée. Elle peut être une mère, elle peut être une compagne, elle peut être la fille de quelqu'un, elle peut être l'épouse de quelqu'un, elle peut être la boss de quelqu'un. Donc, ces rôles multiples qu'on a à jouer, le vêtement, il doit avoir cette polyvalence-là, cette agilité-là, puis aussi un sentiment je parle souvent du mouvement dans mes vêtements parce que j'avais des femmes qui sont très actives, mais je pense aussi le sentiment de liberté que tu peux avoir, de dire, oh, je sais que mon vêtement, il va me porter toute la journée, puis que j'aurai pas besoin de m'en préoccuper. Donc, une liberté, si on veut, de pas s'en faire à ce qu'on a l'air. Donc, je fais des vêtements qui sont infroissables, qui ont de l'extensibilité. Donc, au fur et à mesure de ta journée, si ton ventre il gonfle ou peu importe ce qui se passe, on est des corps de femmes, on a toutes sortes de défis au quotidien. Donc, un vêtement qui est polyvalent, qui te suit dans ta journée, qui t'accorde la liberté de faire ce que tu as à faire et non pas de te préoccuper. Donc, technicité des relais matières, entretien facile, je veux dire, générosité dans les tailles, parce que je fais premièrement beaucoup de taille, mais en plus de ça, j'utilise des matières extensibles, donc une certaine flexibilité au niveau du confort, du bien-être. Pour moi, c'est vraiment important, le bien-être, de se sentir bien, puis de se sentir effectivement libre de penser à d'autres choses. Puis cette notion-là, parce que, tu sais, dans ce que tu dis, je me dis, tu sais, il y a beaucoup de contrôle dans ton produit. Tu sais, tu parles de matière, Est-ce que c'est nécessaire de fabriquer localement? Est-ce que tu fabriques à Montréal depuis toujours? Mhm. On ne Depuis- pourrait pas fabriquer ça nulle part ailleurs. Premièrement, on a des constructions qui sont vraiment très différentes des normes du marché. On construit sans doublure. Donc, il y a tout un aspect éco-responsable dans le produit qui fait que je n'utilise pas de doublure. Il y a aussi un aspect de bien-être qui fait que je n'utilise pas de doublure parce que je choisis des matières qui sont quand même des antimicrobiens naturels. Je choisis des matières qui sont faites pour ne pas te donner des maladies, des cancers. Donc, je fais une sélection de matières quand même qui est responsable, que je veux que les gens portent sur leur peau. Pourquoi je leur mettrais une doublure cheap sur la peau, pleine de produits chimiques, de teinture et de tout ça. Donc, et la doublure est aussi un maillon faible, c'est ça qui use le plus rapidement dans un vêtement. Mais en faisant des vêtements qui ne sont pas doublés, la construction interne, pour qu'ils restent dans l'univers du luxe, puis qu'ils restent beaux longtemps, puis c'est ce que toutes mes clientes me disent, tes vêtements restent beaux trop longtemps. Trop longtemps. Oui. C'est un beau problème. C'est un beau problème. C'en est un pour nous aussi, d'ailleurs, parce que Tout le à fait. renouvellement de la garde-robe se fait à un moins grand rythme. Mais moi, je tiens à ça. Je tiens à avoir un geste clean, puis je tiens à avoir un geste responsable. La qualité, pour moi, c'est la première chose. Donc, toute la construction interne, pour que les choses restent pareilles, dans un tissu qui est déjà extensible, dans un tissu dans lequel on va bouger, on va peut-être faire même des extrêmes. Parce qu'on va courir avec, parce qu'on va dormir dans un aérogare, peu importe la situation. Moi, mes vêtements, il faut qu'ils perdurent dans le temps, il faut qu'ils soient performants, puis il faut qu'ils soient là pour te rendre service à toi et non pas à... Et en même temps, il faut qu'ils soient beaux, il faut qu'ils collaborent à ton image de marque, il faut qu'ils te permettent justement de dialoguer avec le suivant. Donc, il y a beaucoup de choses dans ma recette qui sont là depuis le début. Le fait de produire ici aussi, je regarde toutes les chutes de tissu qui viennent autour
du vêtement quand je coupe l'échantillon pour le réutiliser afin de OK. travailler tout ce qui va autour du vêtement dans les retailles, donc pour qu'il y ait moins de tissu qui soit acheté. Je peux décider de faire des changements en me disant: «Ouf, il y a trop de pertes dans ce modèle-là, je vais faire un changement, je vais rajouter une couture». Heu, Tous ces aspects-là ne peuvent pas être vérifiés sur produit à l'étranger et puis on s'en fout à l'étranger. Puis à l'étranger, tu produis, selon des normes, tu en produis 144 ou tu en produis, 1 400. Ici, je peux en produire 3 si j'ai envie. Produire localement, ça me donne la flexibilité de produire ce que j'ai besoin, donc moins d'invendus, moins de donc ce qui était vraiment le cas avant le COVID. Aujourd'hui, clairement, pendant le COVID, on a souffert parce qu'on avait des grosses années et puis on a livré, on n'a pas livré à nos clients. On les a appelés, puis on leur a demandé s'ils voulaient recevoir la marchandise. Et comme il était fermé, ils ont dit non. Puis ils ont apprécié qu'on les appelle. Beaucoup de compagnies ont juste envoyé leur marchandise à des commerçants. Nous, on a trop des bonnes relations, non seulement avec nos boutiques qui nous revendent, mais nos clientes. C'est un peu la même cliente, en fait. Hein? Ben oui. Celle qui tient boutique, qui vend du Marie-Saint-Pierre à d'autres clientes, c'est aussi une fan ou une cliente de Marie-Saint-Pierre. Donc, par respect. Donc, c'est vrai que depuis quelques années, oui, on a du stock sur les épaules parce qu'on était beaucoup plus gros que ce qu'on est aujourd'hui. On a quand même perdu beaucoup pendant le COVID. C'est pas revenu, cette perte-là? En fait, non, il y a comme le marché a transigé. Bon, il y a eu beaucoup d'online, on le sait, il y a un appétit pour le sportwear, le manteau, les ci, les ça, mais beaucoup moins pour les vêtements, d'événements. Moi, je fais du vêtement pour des événements, des galas, des têtes De alors, luxe, ouais. les gens, tout d'un coup, allaient plus au bureau aussi souvent. Donc mon créneau à moi, il s'est rapetissé, mes clientes ont été, chez elles À travailler à à leur fait travailler heure, oui, donc exactement, à travailler ouais. en team ou tout ça. Donc, moins grand besoin, alors que j'avais une clientèle qui avait vraiment un agenda extrêmement, cossu, dans le sens Ouais. qu'il y avait beaucoup De d'activités. ouais. Donc, puis il y avait besoin d'un vêtement qui passe on appelle ça du 9 à 9 chez Marie-Saint-Pierre, de 9 h le matin à 9 h le soir. Alors, tout ça est un peu mort pendant le COVID, puis c'est pas revenu encore. Puis ben, depuis le COVID, ben, il y a toutes les crises qui ont suivi là, dans l'industrie du vêtement, particulièrement, mais dans d'autres industries aussi. Donc, chaîne d'approvisionnement, partout, les gens ont eu les mêmes problèmes, quoi. Je veux dire, Au non. niveau de l'approvisionnement du tissu, toi, tu as aussi ces enjeux-là? Ah oui, parce que l'Italie a été le premier pays Ouais. impacté par le COVID. Moi, mes matières premières viennent à 98 de De l'Italie. l'Italie. Donc, ça a été extrêmement compliqué. Ensuite, quand ils se sont remis au travail, ben, ils avaient perdu beaucoup d'employés. Il n'y avait plus les moyens de revenir quand tu es en arrêt de business pendant 2 ans, tu es en arrêt de business, là, il y en a pas il y a pas de subvention qui rentre. Il y a pas, je veux dire, tu peux peut-être payer tes salaires. Il y a eu bon, des subventions du COVID pour maintenir certains salaires. Mais à la fin, tout a été une perte sèche, là. Et donc, en Italie, puis même aujourd'hui, on est 5 ans plus tard, ben, les contrôles de qualité, quand tu vas voir les usines, s'il y avait 5 postes de contrôle de qualité dans l'usine, il y en a peut-être un qui fonctionne 2 jours par semaine. Les usines sont fermées des fois le vendredi. Donc, ils travaillent 4 jours semaine, 3 jours et demi semaine. Donc, c'est plus long de recevoir la matière, c'est plus complexe de recevoir la même qualité. Puis pour nous aussi, de livrer la même qualité qu'on livrait avant, c'est extrêmement compliqué. On n'a plus le même personnel, on n'a plus les mêmes équipes, on n'a plus le même savoir-faire. On a perdu beaucoup pendant. C'est comme une guerre, c'est une guerre, le COVID. Ouais. Et suite à ça, ben, tu sais, ça a duré 2 ans, mais en réalité, ça va durer 5 à 10 ans, le COVID, pour les entrepreneurs dans plusieurs secteurs. Donc, de se remettre à niveau, bon, des gens qui veulent plus venir travailler au bureau 5 jours semaine, qui veulent d'autres conditions de travail, puis tout ça. Puis je les blâme pas, là. Mais en même temps, tout ça arrive Ouais. en même temps, En plus aussi. par-dessus. Donc, Ouais. effectivement, ça demande une agilité, là, puis une résilience, on va se le dire, là. C'est une passion de ce qu'on fait, puis de croire que oui, Donc, fabriquer localement, ça veut dire aussi gérer sa production, puis mettre dedans tout ce qu'il faut pour que le produit continue à être ce qu'il est et malgré que les prix dans notre domaine, puis là, on va faire une aparté des grandes maisons de couture qui ont boosté leurs prix sans bon sens, toutes les maisons de luxe qui ont mis des prix faramineux à tout, parce qu'ils ont tellement un pouvoir de marketing important. Mais les marques indépendantes comme nous, ça a été tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en bout de ligne, on n'était pas capable d'augmenter nos prix, puis tout coûtait plus cher.
du transport à la matière en passant par la fabrication, puis le fait de faire des moyennes quantités, tout coûtait, je veux dire, de 30 à 40 plus cher. Puis Les les prix n'ont salaires, pas augmenté de 30-40 non, les salaires ont augmenté après COVID. En mode pas de 30-40 Ah, quand même, Ah oui? quand même. Oui, oui. Oui, OK. oui. Ouais, les choses ont changé. Donc, oui, parce que les gens étaient quand même subventionnés pour rester à la maison pendant un bout de temps. Donc, Oui. tout ça, on a compétitionné avec des pratiques difficiles pour les entrepreneurs, surtout dans un secteur animé par des femmes. Là, tu sais, on va se dire la Oui. vérité. Oui, oui, tout à fait. Tu as parlé de. Ben, c'est ça, vous fabriquez localement, évidemment. Puis il y a quand même une notion, tu sais, tu parlais de tout le contrôle que tu fais est assez important. Puis tu as parlé aussi de perte d'expertise. Quand tu parles de perte d'expertise, tu parles au niveau de l'expertise du savoir-faire. Ben, je parle du protocole, des OK. procédures. Si tu avais, je sais pas moi, moi je disais toujours, à partir du moment où on commande le tissu en Italie, avant de couper un vêtement dedans, on a à peu près 50 étapes. OK. Alors, c'est pas rien, hein? C'est pas comme si on ouvrait le paquet et on coupait dans le tissu. Non, non. Mhm. C'est beaucoup. Oui, on a de la stabilisation, il y a tout le transport, il y a le dédouanement, il y a beaucoup d'étapes qui viennent avant qu'on coupe un vêtement dedans. Donc, moi, j'ai établissais à peu près ça, grosso modo, à 50 étapes. OK. Puis nous, on fait de la transformation de matière. On fait beaucoup de choses sur la matière première qu'on reçoit. On la bonne, on la transforme, on la stabilise, on la sponge. On fait beaucoup de choses pour qu'elle ait cette résistance au temps, puis qu'elle soit aussi beaucoup plus technique. Donc, des finissages, des choses comme ça. Et ben, sur ces 50 étapes-là, si tu avais, mettons, 3 personnes responsables de faire les 50 étapes, après COVID, tu n'as même plus personne qui est là, là. Alors, c'est tes cadres qui commencent à aller dans ces étapes-là et toi, personnellement, qui s'en va jouer le rôle de remplaçant dans toutes ces étapes importantes-là qui font que ton produit, à la fin, il a la même qualité. Donc, effectivement, tu peux pas, t'en perds. Tu peux pas faire avec la moitié de monde ce que tu faisais avec Non. plein de monde, avec la moitié des commandes. C'est impossible. Parce que la mise en place de toute la maison de 360 de Marie-Saint-Pierre, c'est progressif. C'est une construction qui se bâtit d'année en année, d'expertise en expertise, avec des gens qui se rajoutent spécialisés dans chacun des secteurs ou les départements pour lesquels ils sont engagés. Mais quand tu n'as plus de pouvoir d'engager personne, puis quand tu es en mise à pied ou quand moi, j'ai gardé mon personnel pendant tout le temps du COVID. Je veux dire, je ne voulais pas perdre mon savoir-faire. J'ai tout fait pour ne pas le perdre. Je me suis mis à risque, moi, personnellement, financièrement, pour ne pas perdre mon monde. Mais à la fin, je veux dire, tu peux tenir combien de temps? 3 ans, 4 ans? Et Ouais. encore, ça, c'est Et on beaucoup est de monde. oui, 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 oui. Mais j'avais construit quelque chose de très solide Ouais. parce que je l'ai bâti pierre Ben par oui. pierre. Donc, puis quand tu commences à mettre la hache là-dedans, ben, est-ce que tu es capable de revenir en arrière? Est-ce que tu es capable de rebâtir quelque chose qui a été bâti? Ou est-ce qu'il faut que tu le bâtisses différemment? Puis tout ce questionnement-là reste aujourd'hui sur notre table de conversation avec mes équipes, avec ma CFO, ma CEO, mes directeurs, de savoir c'est quoi la suite? Dans le fond, dans toutes ces étapes-là, parce que tu as parlé de 50 étapes pour la question du tissu, tu sais, mettons que pour une personne qui connaît moins l'industrie du vêtement que toi, évidemment, tu as tout ce qui est conception puis fabrication. Les défis d'expertise, est-ce qu'ils sont à tous ces niveaux-là ou sont principalement conception, principalement fabrication? Ah, ils sont partout, 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 partout. Premièrement, c'est parce qu'on se donne pas. On peut pas se dire qu'on est une maison de luxe. Faut vraiment que ça vienne de l'extérieur. Premièrement, pour OK. être une maison de luxe, pour se qualifier comme maison de luxe, il y a des règles. Le luxe OK. français, il y a vraiment des règles qui existent. Nous, on fait un luxe qui est nord-américain. Donc, il y a des règles françaises qu'on considère qui sont pas vraiment importantes. OK. Genre le nombre de couturières que tu as ou des choses comme ça, ou le nombre OK. d'opérations que tu fais à la Comme une main. appellation, Oui, luxe. c'est vraiment des appellations, OK. exactement. Nous, on suit les grands paramètres. On ne fait pas les paramètres de la haute couture. Donc, on fait une haute couture industrialisée un peu. OK. Donc, on se situe dans un champ où il y a pas, personne ne fait ce qu'on fait. On est vraiment unique dans ce qu'on fait. Et donc, Unique au Québec? oh non, au monde. Au monde? Oui, oui, on OK. est unique au monde dans ce qu'on fait. Dans le travail qu'on fait, les constructions que je fais.
On est toujours en mode recherche, on est toujours en mode... Je suis plus intéressée par la construction de faire un vêtement qui va perdurer dans le temps, qui va être compétent, qui va me permettre d'aller faire un marathon si j'ai besoin de faire un marathon cette journée-là ou de courir après quelqu'un qui vient de me voler mon porte-monnaie. J'aime des vêtements qui sont efficaces, qui durent dans le temps, en fait, qui sont éternels d'une certaine façon. J'ai ce petit besoin-là d'amour d'éternité. Donc, quand je dis pour établir la spécification du luxe, il faut que ça vienne de... Il faut premièrement que tes vêtements durent dans le temps. C'est la première règle. Donc, C'est quoi? Y a-t-il une durée de vie? On parle de réparabilité, tout ça? je pense qu'on ne peut pas regarder un produit de luxe en au moins une vingtaine, 15-20 ans. Ah oui, OK. Ouais. OK. Ben, les grandes maisons de luxe en France, les Chanel, tout ça, ils sont devenus des maisons de luxe parce que La durabilité. la durabilité, même s'il y a de la fragilité là-dedans, là, c'est pas toutes les pièces qui durent. Tu peux porter une robe haute couture que tu peux porter juste une fois parce qu'elle ne tiendra pas la route d'un deuxième port. Elle va devoir être toute réparée. La question de... bon, en tout cas, la différence entre la haute couture et le prêt-à-porter est aussi une nuance, mais la durabilité est importante. Le fait que ça soit reconnaissable, donc que ce soit tes méthodes à toi, que tu as développé à l'interne chez toi un savoir-faire que les autres n'utilisent pas. Ce qu'on fait chez nous, personne d'autre comme ça. Donc, puis on le sait, ça prend presque 2 ans à former une couturière chez Marie Saint-Pierre. Ça a l'air simple, hein, coude, on pense que c'est un fil, mais que ça soit le choix de l'aiguille, le choix du fil, la façon dont tu fais tes points, comment tu finis tes points, les nœuds que tu dois faire pour à la fin de chaque couture pour que quand tu doubles rien, tu peux rien cacher, OK? C'est vrai. Donc, est-ce que ton nœud, il va se défaire après 5 minutes ou est-ce qu'il va se défaire après ou il se défera jamais? Quel genre de nœud tu fais? Tu fais des nœuds en 8. Un nœud en 8, c'est compliqué à faire. À chaque fois que tu fais une couture, que tu commences ta couture, tu fais ton petit nœud en 8. À chaque fois que tu arrêtes ta couture, tu fais ton petit nœud en 8. Chaque couture, c'est des choses que les gens ne voient pas. Non. Mais c'est ça qui fait qu'ils durent longtemps. Les gens voient le produit fini, en fait. tu sais. Oui, mais nos clientes en général, ils comprennent vraiment qu'il y a un secret dans ces vêtements-là qui font qu'ils restent aussi beaux, puis qu'ils ne se déforment pas. Puis, alors là, tous les tapes qui sont mis, les mesures qui sont prises pour qu'ils restent intègres pendant... Et puis qu'ils soient souvent d'entretien quand même facile. J'aime pas trop les nettoyeurs et beaucoup de produits chimiques. J'essaie de conserver encore tout cet esprit aussi éco-responsable. Donc, bon, malheureusement, on doit mettre des étiquettes où on me dit tout lavage, nettoyage à sec surtout, mais dans la réalité, mes clients savent qu'ils peuvent quasiment tout laver à séchage. Ah, parce qu'il y a des règles, dans le fond, selon... C'est juste pour des poursuites. Ben, c'est surtout quand on va aux États-Unis, donc c'est compliqué de changer. Mais les clientes qui connaissent la marque, ils vont pas porter leur marque Saint-Pierre. Puis la plupart du temps, ils n'ont même pas besoin de le nettoyer à chaque portée parce que c'est des antibactériens naturels, donc ils ont juste à le mettre soit dans la sécheuse avec de l'air pour Ah, juste ouais. aérer. Des antibactériens naturels, on ne transpire pas là-dedans. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est complexe, c'est beaucoup de choses. Donc, tout ce savoir-faire-là, toutes ces règles-là, qui va me garantir si je produis dans un autre pays qui vont appliquer les mêmes règles? Il faudrait que je sois à côté d'eux. Moi, j'ai quelqu'un qui surveille Mais chaque t'es-tu couturière. à côté d'eux? Parce que tu m'en parles, j'ai l'impression que t'es là. Bon, premièrement, aujourd'hui, post-COVID, on était sur 2 étages il y a pas si longtemps. Là, on est sur un étage. Donc, effectivement, je suis encore plus proche de ce que... Un peu comme à mes débuts. Mais non, j'ai mes petites polices dans le bureau, que ce soit les gens en vente, que ce soit... Tout le monde regarde, tout le monde ça tient à cœur à toutes les équipes qu'on reste dans un produit qui a cette grande qualité. Puis comment tu fais pour tu sais, te faire accompagner dans le sens, trouver des gens aussi, tu sais, qui ont ces mêmes valeurs-là de rigueur, de qualité? Est-ce que tu trouves ça plus difficile maintenant ou non? Parce que tu as tellement un produit différencié que tu es peut-être une des seules, tu sais, qui offre ce genre de cadre-là. Ben oui, ça va toujours être difficile parce que les gens ont l'impression que c'est facile, la mode. Les gens ont une Ben, on les aide pas avec le fast fashion. non, Puis on simplifie beaucoup ce que c'est le vêtement. Puis Ouais. aujourd'hui, ben, c'est vrai que... Puis là, avec les AI, on va nous faire croire que tout est encore plus facile. Mais la réalité, faire un bon produit, ça prend des années de recherche et développement. Ça prend des erreurs, ça prend des choses qui sont des échecs pour améliorer des choses.
Alors, puis c'est ce qui maintient l'intérêt aussi, là, dans le fond, tu sais, de dire, il y a tout le temps un challenge. Il y a pas une semaine où on s'assoit pas puis qu'on n'a pas un autre challenge, que ça soit au niveau des matières premières, des couleurs, du patronage, de la coupe, des finissages. Je veux dire, chaque tissu, dans chaque couleur, dans chaque utilisation, différentes coutures, différents droits-fils, différentes finitions, différentes applications, demande une logique qui perpétue une façon de faire. On ne peut pas couper les coins ronds parce qu'on a moins de monde non plus. Donc, Ouais. Puis actuellement, tu sais, dans tous ces défis-là là, que tu as à plein de niveaux, il y en a-tu un en ce moment que tu dis ça me préoccupe royalement en ce moment? Puis là, tu sais, tu sors d'une COVID, tu as eu en masse de défis. Là, on est en 2025, tu as parlé d'intelligence artificielle. Toi, qu'est-ce qui te préoccupe quand tu vois tu sais, la société évoluer au niveau de ton secteur à toi? Là? on n'a pas parlé des tarifs. Non, on n'a pas parlé, on peut en parler. Parlons-en. C'est la même chose, c'est la même chose que tout le reste. Je pense que le monde est en transition. Forcément, moi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une guerre. Le COVID a agi un petit peu comme un détonateur. Ouais. On dirait que le monde, il revit juste après une guerre. Il se revise ou il se redéfinit après des guerres et non pas... on a été une longue période de paix. Aujourd'hui, on a l'impression que ça tire de partout. On est en changement tellement rapide, avec une telle vélocité que personne... Moi, je ne peux pas te dire qu'est-ce qui se passe demain, là. Puis pourtant, je suis une personne qui voit dans l'avenir. Là. Quand j'ai commencé il y a 35 ans puis que j'étais déjà éco-responsable, quand je vois tout le monde greenwasher depuis des années, je voudrais... Les gens, ils savent pas que Marie Saint-Pierre, c'est une marque hyper écologique. Parce qu'on en parlait, nos clients le savaient, on leur expliquait un peu notre démarche, mais je veux dire, c'est pas un nouveau dialogue là, chez nous d'être écologique puis responsable. J'adore la nature. C'est la nature qui m'inspire dans mon travail. C'est toute l'harmonie de la nature, la force et justement la résilience, la fragilité d'une plante qui est capable de naître dans un espace désert puis qui est capable de fleurir puis de faire une orchidée à travers des roches. La création passe par la nature. C'est la plus belle création. Donc, c'est là où j'essaie de voir jusqu'où on peut aller dans tout ça. Ce qui arrive en ce moment, c'est comme une remise En question? en question du monde dans lequel on vit. Parce que, tu sais, on n'arrête pas de se le dire, là, il nous reste plus beaucoup de temps, on est en train de tuer notre planète. Puis on l'entend, puis c'est comme si on l'entendait plus. Alors, non, moi, je veux pas donner le cancer à mes clientes. Donc, quand je fais des parfums avec des huiles essentielles. Je mets pas des produits chimiques dedans. Quand je fais des vêtements, j'utilise des produits où je sais les sources, je sais comment ils ont été teints. Je fais mes produits, je manufacture ici à Montréal parce que je veux pas d'esclavage dans mes produits. Je trouve que c'est une bad vibe. On Ouais. va porter des vêtements qui sont faits dans l'esclavage. Je trouve que c'est une bad vibe, personnellement. Donc, j'aime pas porter ce genre de karma-là. Mais ça coûte cher, puis c'est des privilèges de se payer tout ça, puis de continuer à aujourd'hui, même dans l'état actuel des choses, de encore dire on lâche pas. Ouais. OK? Je suis têtue. Je suis vraiment entêtée. Mais en même temps, je le ferais pas si j'ai pas ça, j'ai aucun intérêt à faire du vêtement. J'ai aucun intérêt à continuer à en faire. Il y en a trop sur la planète. Mon intérêt, c'est de continuer à poursuivre une démarche qui soit vraiment fondamentalement peut-être une façon de faire pour d'autres marques qui veulent commencer dans l'industrie, des marques indépendantes, parce qu'on a besoin de créateurs indépendants sur la planète. On ne peut pas juste travailler avec des gros groupes puis, qui nous passent tous les citrons qu'ils veulent, parce qu'il y a ça aussi aujourd'hui. On voit la chaîne d'approvisionnement de toutes ces compagnies-là qui traversent des bouleversements importants, parce que oui, ils travaillent en Chine depuis des années, puis bon, ils sont à l'origine du monde dans lequel on vit aujourd'hui aussi. Ouais. Ils en ont profité. Ta clientèle, est-ce qu'elle est principalement québécoise? Non. Non? Fait que disons, en pourcentage, c'est plutôt américain, canadien? Canadien-américain. L'Amérique du Canadien? Nord. OK. Non, Amérique du Nord. Oh, oui, OK. non. Fait que doublement, les tarifs t'affectent parce que... Oui, la moitié de notre chiffre d'affaires est aux États-Unis. OK. Ouais. Le Québec, c'est notre plus petit marché. Si on sort de nos boutiques, en fait, oui, c'est vraiment un marché inexistant presque pour nous. C'est un petit marché. Puis dans ta clientèle, tu sais, tu parles beaucoup de durabilité, tu sais, de produits, de positionnement éco-responsable. Puis tu as raison, tu sais,
Là, en ce moment, le dialogue prend plus de place, mais as-tu l'impression que c'est valorisé? Peut-être de ta clientèle, mais tu sais, je regarde la jeune clientèle, là. Tu sais, quand je regarde qui achète responsable, qui achète durable, mais c'est des gens un peu plus âgés. C'est moins les jeunes. Puis pourtant, C'est l'héritage eux autres qui ont le planétaire, discours. ben, je te pose la question, moi, ça me préoccupe, tu sais. C'est une question de moyens aussi, j'imagine. Puis Ouais, mais en même temps, je parle pas nécessairement pour les produits Marie Saint-Pierre, mais on a souvent le temps, on a souvent le désir d'acheter 10 fois un produit au lieu d'en acheter un bon qui va faire tes 10 produits, tu sais. Puis dans la mode, on le voit beaucoup. Le Ouais. fast fashion aide ça, cette dynamique-là. Je pense que tous ces mouvements-là ont besoin de prendre pied dans la société, dans la civilisation. Puis aujourd'hui, on peut encore se cacher derrière l'idée qu'on en a, puis faire autrement, dire quelque Ouais. chose, puis faire d'autres choses. Ça, beaucoup de gens font ça. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont le dialogue facile, mais quand arrive les choix D'acheter, d'acheter. c'est voter. Moi, je dis 1 $ égale un vote. Oui. Je veux dire, je dis ça depuis le début. Donc, pour moi, 1 $ égale un vote. Donc, si je vais encourager quelqu'un, c'est parce que j'aime ce que cette personne-là fait. Puis, je suis une personne, j'habille des femmes, je suis dans une industrie où c'est les femmes qui sont ma principale clientèle. Donc, moi, je vais me forcer, pas me forcer, en fait. Mes décisions d'achat vont aller vers des entreprises de femmes, tenues par des femmes, woman-owned businesses or woman-led businesses. Puis je vais les mettre en priorité. C'est pas 100% du temps, mais ça fait partie de mes critères d'achat, Ouais. de mes critères de vote. Disons que tu regarderais actuellement au sein de ta clientèle, qu'est-ce qui est le plus valorisé? Est-ce que c'est la fabrication locale ou c'est l'aspect éco-responsable? Ou les deux, peut-être. Moi, je pense que c'est un tout. Ouais. Bon, ils ont une fierté de porter quelque chose qui fait partie de leur univers, en tout cas au Québec, parce que Oui. c'est sûr qu'ailleurs, c'est différent. Là, Ouais. chaque marché est un peu différent. Mais c'est sûr qu'au Québec, où j'ai le lien le plus lointain avec la clientèle, je vais dire Montréal et Toronto, parce que je ne devrais pas dire le Québec, parce que c'est plutôt des grandes villes, Montréal et Toronto, qui sont mes plus anciennes clientes. Oui, on a un lien de longue date ensemble. Donc, pour eux autres, c'est du cumulé. Là. C'est pas un ou l'autre. Tantôt, tu as parlé de durabilité, puis je trouvais ça intéressant parce que je me disais, souvent, c'est un enjeu quand une entreprise réfléchit à justement être plus responsable, de dire, ben, je veux pas vendre moins, tu sais. Dans la société qu'on est, c'est une réflexion qui revient. Toi, tu as fait le choix d'offrir des produits qui sont durables. C'est au cœur de ce que... Comment tu gères ça dans un... Ça veut dire systématiquement que le produit va faire plus longtemps. En plus, il est fait de façon polyvalente et tout ça. Comment que c'est considéré dans une stratégie d'affaires? Ben, plus de clients, Plus de clients. tout simplement. Plus d'adeptes, plus de gens Ouais. qui vont faire un choix éco-responsable, un choix d'encourager une designer féminin dans un monde où les femmes sont presque inapparentes. Alors que, bon, en tout cas, et même dans l'histoire, on les oblitère souvent. Comment une cliente entre chez Marie Saint-Pierre pour la première fois? C'est quoi souvent la première expérience? Parce que tu l'as dit, t'habilles des femmes de pouvoir ou, tu sais, du moins qui ont du succès, qui s'y Ils viennent pour un lancent. événement. Ils viennent pour un événement. OK. Ouais, ouais, c'est un événement qui les amène chez Marie Saint-Pierre la première fois. OK. Puis ça devient... Ben, ils attendent cette occasion-là pour venir s'acheter quelque chose, se OK. payer quelque chose. Donc, chez Marie Saint-Pierre. Leur investissement, c'est d'attendre du bon événement pour aller chercher quelque chose chez Marie Saint-Pierre. Puis tu as parlé, dans le fond, aussi, ben, la provenance de ta clientèle est variée. Tu parles de, tu sais, nord-américain principalement. Tu vends-tu aussi à l'extérieur? Oui, on a des, oui, on a, à travers le web, j'imagine qu'on OK. vend un peu partout, mais oui, on a vendu en Europe aussi. On a fait, il y a eu toutes sortes Ouais. en 35 ans, 37 Ouais. ans de business. Tu disais 40, bon, un petit peu moins. Ben, je suis pas chiffron. Je Pas pense chiffron. je pense qu'on est à 37. Évidemment, j'ai vendu dans plusieurs pays là, à travers le temps, au Japon, en France, en Italie, un peu partout, en Angleterre. Mais jusqu'avant COVID, les États-Unis étaient une source pour nous
de croissance tellement importante que je n'avais pas besoin d'aller chercher. Puis, premièrement, je ne pouvais même pas aller chercher d'autres marchés ailleurs. J'ai une capacité de production. J'ai une capacité de production qui est restreinte avant COVID. Puis encore aujourd'hui, peut-être même plus aujourd'hui, j'ai une capacité de production qui est beaucoup moins grande. Je disais souvent, mon carnet de commandes est rempli à 120-130 %. Alors, ça veut dire qu'il y a des choses il y a des gens qui ne seront pas livrés, il y a les boutiques qui n'auront pas tous leurs produits, les plus petits clients, ils vont attendre plus longtemps. Donc, j'avais aucune capacité, ou même pas une envie d'aller il aurait fallu que on a fait des essais à Paris, tout ça, peut-être pour pouvoir dire, oh, on fait une aile de production en Europe, parce qu'ils ont du savoir-faire en Europe, on serait peut-être capable de trouver une place où on pourrait développer ce qu'on a développé ici. Mais encore là, est-ce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de... Puis est-ce que c'est... il aurait fallu qu'il y ait un gros investissement dans la marque puis dans la stratégie de développement, ce qui n'était pas nécessairement dans les cartes, là. On était heureux de notre progression, puis de la taille, puis du calibre de clientèle qu'on appuyait, là. Je veux dire, la majorité des marques donnent des vêtements à tous ces gens-là, puis moi, ils les achètent chez nous sans réduction. Alors, je me considérais chanceuse d'habiller des femmes extraordinaires qui se font envoyer des valises remplies de vêtements par les grandes maisons, et puis qui viennent chez nous, puis je leur charge 50 % de plus que le prix de Louis Théâtre parce qu'ils veulent toujours un petit changement. Puis pas parce que je veux, parce qu'ils exigent le service qui va avec, puis parce que je vais leur donner. Mais je trouve ça le fun. Donc, je suis comme pas dans... Je suis pas dans la bonne industrie, si on veut. Mais dans le fond, tu as dit, tu sais, quand un carnet de commandes à 120, 130, je suppose, tu peux faire le choix de dire, je vais grossir. Tu sais, je vais changer de taille, puis là, je vais engager, puis je vais... Ben, on avait un projet de doubler l'usine. Pendant le COVID, en fait, on avait... Oui, on a tout défait, les murs, on a tout défait pour... on a installé l'électricité pour doubler l'usine, et puis c'est resté comme ça pendant 2 ans. Comprendre pourquoi. En chantier de construction. Là, as-tu encore ce désir-là? Disons que ça se reproduit. Disons que là, on reprend du pas de la bête, T'aurais-tu cette énergie-là? En fait, c'est pas l'énergie qui me manque, puis c'est pas... non, moi, je pense que la business dans laquelle on est a des particularités au niveau financier qui sont extrêmement... On est vraiment en cash flow négatif presque tout le temps. OK. Parce qu'on finance la production, la vente, la communication, le marketing, 1 an d'avance. 1 an? Oui, 1 an d'avance. Alors, en mode croissance, tu es encore plus pauvre. Puis en mode décroissance, tu es aussi plus pauvre. Puis en mode stable, ben, tu restes à peu près à niveau. Donc, des fois, c'est plus facile de rester sur un chiffre d'affaires avec une croissance minimale de 5 %. Puis là, ben, tu es confortable, tu es dans le confort, puis tu arrives à bien payer tes fournisseurs, puis tout ça. Dans un mode de croissance exponentielle, tu tires le diable par la queue. Il faut que tu t'assures que tu gardes le même niveau de production de qualité pour pas que les gens te retournent des choses, ce qui est difficile à faire. On peut pas juste... C'est comme exponentiellement... c'est comme si tu fais manger pour 10, si tu fais manger pour 1000, c'est pas toute la même chose. Non, pas les mêmes installations. Alors, donc, puis pour un moment, tu ne feras pas exactement la même recette non plus, parce que celle pour 10, tu peux la faire pour 10 personnes, tu peux la répéter 10 fois. S'il faut que tu la répètes 500 fois ou 1000 fois pour un événement, ben, ça devient presque impossible. J'aimerais ça qu'on parle un peu de culture, de l'impact de la culture au niveau de la mode, parce que je pense que c'est même toi qui as déjà dit que la mode, c'est comme un récit, tu sais, à raconter, tout ça. C'est quoi l'impact que ça a, toi, dans le développement de tes collections, par exemple? Je veux dire, la mode, c'est un terme qui est quand même assez récent, là, qui a à peine plus d'1 siècle. Hein. Avant, on parlait de l'histoire du costume. Donc, la mode est arrivée dans les années 20, hein, donc suite à la Première Guerre mondiale. Donc, il y a un renouveau après les guerres où on a envie finalement de donner une nouvelle définition à ce qu'on porte. Puis la guerre a provoqué des changements aussi d'habitudes vestimentaires.
les gens devaient être plus créatifs pour s'habiller, il y avait moins d'argent, les femmes devaient aller travailler, faire de la bicyclette, on s'est mis en pantalon, bon, Coco Chanel, toute cette histoire-là. Donc, les guerres ont vraiment été déterminantes dans la façon de moduler l'histoire du costume, puis de partir de l'histoire du costume, puis s'en aller vers la mode. Mais là, on est dans les années folles, dans une décision où on dit « Hey, le vêtement, c'est pas juste fonctionnel. » On l'a vu, on est capable de changer notre mode de fonctionnement à travers nos vêtements, mais on est capable aussi de s'approprier une nouvelle image les femmes avaient le goût d'être libérées. Tout d'un coup, ils avaient travaillé, ils étaient engagés dans la société. On ne veut plus porter de corset, on ne veut plus porter des choses qui nous empêchent de respirer, blablabla, blablabla. Donc, oui, ça raconte l'histoire Aujourd'hui, je me demande ce qu'un historien d'art dit, un historien de costume dirait sur ce qui se passe en ce moment. Mais je suis sûre que ça ne serait pas joli parce qu'on est en train de détruire l'histoire. On est en train de raconter, on est en train d'effacer un peu l'histoire. Moi, je trouve qu'à travers cette surenchère de produits livrés, Ouais. on est en train de tuer l'envie de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et donc, c'est comme si on te gavait de choses pour te faire oublier que tu questionnes d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. On t'en donne juste plus. Enfin, fais-toi. Puis tu trouves-tu que la mode québécoise reflète aussi ça? Moi, quand j'ai commencé, on était une 60aine autour d'une table. Ouais. Aujourd'hui, Combien? je sais pas, il y en a combien. Il y a des très, très, très petites maisons. Je les découvre là, au fur et à mesure. J'en découvre certaines, là, mais c'est vraiment des tout petites maisons, là, des créateurs indépendants qui ont leur boutique pignon sur rue ou qui ont des clientes privées ou qui ont... Ouais. il y a moins de marques sur le marché. Tu sais, on a eu une hécatombe là, de toutes les marques qu'on pensait qui allaient quand même rester dans le temps. Hein. Trouves-tu que l'attachement au créateur a changé aussi? Parce que, tu sais, des Marie Saint-Pierre, que ça fait près de 40 ans, tu sais, est-ce qu'il y en a? Il y en a pas beaucoup, là. Je veux dire qu'ils sont... Mais est-ce qu'il y en a? Moi, je pense pas qu'il y en a. Ben, moi, j'en connais pas, mais j'en connais de quelques années, mais je connais pas. Tu sais, est-ce qu'on a le même attachement envers des créateurs québécois? Tu sais, est-ce que les gens ont cette fierté-là de dire je porte un, tu sais, Marie Saint-Pierre, je porte Certains, une un. chance parce qu'on serait plus là. Certaines, non. Ouais. Puis une chance parce qu'elles nous garantissent Ouais. notre pain, notre beurre puis notre futur. Mais pour beaucoup, ils s'en foutent. Et pour beaucoup, la mode, c'est comme un... Qu'est-ce que je vais porter pour plaire? Ils n'ont pas l'attachement à l'essence de ce que le vêtement est, mais plutôt, ils sont dans le mode de consommation. Puis aujourd'hui, c'est facile de surconsommer. Très, très facile. Et puis, que ça porte aucun message. Là. C'est des vêtements, là. C'est du linge. Puis tu penses-tu qu'avec... c'est pas des bonnes nouvelles, là, ce qui se passe sur la planète actuellement? Là? Tu sais, on vit pas un contexte planétaire, même écologique, qui est très, très encourageant. Tu penses-tu qu'un retour en arrière est possible? Parce que la mode, c'est une industrie extrêmement polluante. Là. Je veux dire, si tu regardes la consommation, le nombre de morceaux qu'on a dans une garde-robe qu'on met pas. Oh, on est juste en arrière de l'industrie de l'alimentation. Là. L'alimentation puis la mode, c'est les deux grandes. Puis c'est tout ce qu'on consomme. Hein. On mange puis on s'habille. Mais puis c'est normal, c'est les deux plus grosses industries aussi. Mais je vais te dire que l'AI va dépasser tout ça en termes de défis environnementaux dans peu de temps. Là. Eux autres, c'est multiplie ça par 10 000, là, les dégâts que ça va faire sur la planète, l'AI. Là. C'est insensé en termes de besoin d'électricité, d'eau, les tout ce que tu veux. serveurs, Non, il n'y aura plus rien. Ça va être une planète morte. Si on veut s'en aller où est-ce qu'on veut s'en aller, c'est plus de vie humaine parce qu'on ne peut pas consommer autant d'électricité et d'eau sans que... à moins qu'on arrive à faire de l'eau, là, à fabriquer de l'eau, là, mais on n'est pas là. Alors, donc, non, on pense que la technologie nous sert pour être dans un monde plus écologique. Ben, aujourd'hui, la technologie qu'on nous vend va être la plus polluante de toute l'histoire de l'humanité. Donc, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce que tu peux me répondre? Non, ça, je te OK, moi non plus. Non, mais c'est parce que je me dis d'un point de vue juste, tu sais, très objectif, je me dis à un moment donné, l'épuisement des ressources, on dirait que là, ça reste encore un peu un concept. Tu sais, OK, ça, tu sais, on suit des métriques, on a des... À un moment donné, ça va devenir une réalité, là. Tu sais, ça va devenir...
Et là, ça va être une limite très concrète comme tu peux pas prendre ta douche. Tu sais, ça va donner quelque chose que je me dis, ben rendu là, il va bien falloir qu'on change des choses. Non, mais tu vas te déshydrater avec d'autres choses qu'un verre d'eau, là, c'est clair. Ouais, mais peut-être que je vais acheter ma mode différemment aussi. Je sais pas, je souhaite ne pas être là quand ça va arriver, mais Ouais. Tu vas le boire. tu Moi, penses? moi, je pense que ça va arriver très, très, très vite. On réalise pas à quel point les choses vont vite. Les choses vont vite, là. Et puis, on se dit, oups, tout d'un coup, on n'a pas vu ça passer. Et ce qui se passe aux États-Unis va à une rapidité que les gens Oui. n'ont jamais estimée parce qu'aujourd'hui, tout va plus vite. Donc, ce qu'on pensait pas voir, moi, je pense qu'on va le voir. La mode québécoise à l'international, est-ce qu'on est présent? Non. Non. Ben, il y a des créateurs qui ont choisi d'être des Canadiens / Québécois créateurs, mais ils ont bâti leur marque à l'étranger. Par manque d'infrastructures ici, puis probablement de Clientèle, peut-être? non, non, de compréhension de ce que ça reprend, ce que ça demande comme investissement, donc investisseurs, Que- partenariat. C'est un long chemin, tout ça, là, tu sais, ça prend très... c'est peut-être pas la meilleure façon de le faire non plus, tu sais. Moi, je disais, j'ai choisi Montréal, mais tu sais, dans la réalité, si j'avais pas été une femme, je serais allée à Toronto tout de suite. Pourquoi? Pourquoi tu Ben, dis parce ça? que j'avais des opportunités d'affaires là-bas. Puis pourquoi ça t'a limité d'être une femme? Ben, parce que je tombe enceinte, puis ma mère était ici à Montréal, puis que je voulais avoir mes enfants, puis avoir une bienveillance sur mes enfants. Donc, tout l'aspect d'une carrière d'une femme dans un domaine qui est relié aussi à son système reproductif. Mais comment tu l'as géré? Tu sais, au-delà, ça a été une certaine limite, tu sais, pour toi, mais je veux dire, en même temps, pas facile d'être entrepreneur puis avoir des enfants. Tu sais, c'est Ah non, difficile. non, 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 Sont-tu dans l'entreprise? Oui, ma fille est dans l'entreprise. Mon garçon vient de graduer, donc il n'est pas encore Gradué en quoi? en business. Ah, ben quand même. Quand même. Ah ouais, Puis ça, y a-tu intérêt à... certainement. Mais c'est un entrepreneur, donc il est jeune encore. J'ai lu aussi que tu disais, on est entrepreneur, on le devient pas. Puis ça, c'est un débat qui ne termine pas. Ouais, Tu sais, ouais. il y a des... Bon, et des points se valent. Moi, j'aimerais t'entendre là-dessus. Je dis on est. Moi, je pense qu'on est éduqué comme un entrepreneur ou on ne l'est pas. Peut-être que c'est peut-être la meilleure chose à dire entre les deux. Là. C'est pas est-ce qu'on a des chromosomes entrepreneurs, je suis pas Ça certaine. pue. Mais je pense qu'on a des modèles. Et puis quand nos parents sont entrepreneurs, soit qu'on débarque, soit qu'on embarque. Donc, dépendamment comment ça s'est concilié. Puis évidemment, avant, c'était les hommes qui étaient entrepreneurs, les femmes qui restaient à la maison. Tout à fait. Les modèles changent. Donc, on voit aujourd'hui des femmes qui ont des carrières, qui sont aussi entrepreneurs. Donc, on est en train de... Mon mari et moi, on est 2 entrepreneurs. Donc, c'est clair que nos enfants sont plutôt entrepreneuriales. Et puis, je pense que c'est leur expérience de vie. C'est de voir des parents qui sont occupés, qui sont pas toujours là pour ramasser leurs affaires ou qui sont passionnés par ce qu'ils font surtout. C'est quoi pour toi un entrepreneur? C'est quoi la qualité d'un entrepreneur principal? Vision et persévérance, je pense. Oui? Ouais. Puis, considères-tu, tu le vois chez tes enfants? Ah oui, 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 ben, oui, mais puis l'entrepreneuriat aussi, c'est à des niveaux différents. Tu sais, il y a des gens qui rêvent il y a des gens qui rêvent de bâtir un unicorn, puis il y en a d'autres qui rêvent de bâtir leur petite business. C'est pas une boîte qui habille toutes les grandeurs, là. Donc, être entrepreneur, c'est quand même un petit bout d'indépendance, puis de gérer sa vie selon des paramètres qui correspondent souvent à des valeurs ou à des ambitions personnelles. C'est pas nécessairement relié juste au résultat, mais plutôt à la démarche qui vient derrière ça, de dire, ah, j'ai quand même envie de me découvrir, puis à travers, dans l'entrepreneuriat, ben, il y a de l'amitié, il y a de la collaboration, il y a toutes sortes de rencontres. Comment va l'entrepreneuriat au Québec, selon toi? Moi, je pense qu'il va mal. Moi, je Fait- pense qu'il va très mal. Vas-y. C'est ce que j'entends, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends. Des entrepreneurs découragés, tannés, vraiment tannés.
bureaucratie lourde, hein, ça, c'est clair. On entend beaucoup là, ces jours-ci, là, alléger toute Oui. la paperasserie puis tout ça. Bon, Là. on nous en a remis une autre hier, une loi OK. 27, puis on n'en finit pas de nous abattre avec des nouvelles responsabilités en tant qu'entrepreneur. Pas beaucoup de compassion pour les entrepreneurs, pas beaucoup qu'est-ce que ça te demande, c'est quoi que les entrepreneurs doivent faire comme compromis pour rester en vie, des fois pour rester, puis traverser des époques difficiles. Une ville qui est un désastre, excusez, mais moi j'aime la ville de Montréal, mais en ce moment je la déteste. Je trouve que c'est une ville qui est absolument... c'est triste de voir Montréal aussi mal en point, aussi malveillante, aussi... pour moi, c'était la plus belle ville du monde, puis aujourd'hui, c'est la ville c'est comme... On l'a laissé aller, on l'a pris pour acquis, puis on la laisse... non, pas de modernité, pas de vision, pas de... Bon, moi, j'ai une boutique dans le centre-ville. Là, ils ont changé 8 fois le sens de la rue de la Montagne. On parle pas d'une petite rue, là, la rue de la Montagne. Puis j'allais dire un gros mot, là, tu sais. Puis, je veux dire, les gens, ils savent plus sur quel compte danser. Ils savent plus sur... Puis là, je vous dis pas venir en chaussures à talons. Je suis entre le Ritz et le Four Seasons de Montréal, puis au Renfrew, puis au Guilly, tout ça. Puis tu peux même pas te promener en talons chez nous. La semaine dernière, 52 aiguilles dans la ruelle d'itinérance. Ouais. C'est une ville qui a besoin d'amour. Puis les entrepreneurs sont là pour le faire, puis on leur met les bâtons dans les roues. On vient les agacer, on vient les emmerder, on vient leur donner une nouvelle loi, puis on vient... Moi, j'ai peur au Québec du futur qu'il n'y ait pas beaucoup d'entrepreneurs, puis on sait la vitalité de l'économie du Québec ne va pas venir juste des gros, OK? Elle va venir plutôt du plus petit et du moyen. Et puis aujourd'hui, on est en train de... le petit, celui qui arrive à contourner tout ça puis qui n'a pas beaucoup de responsabilités gouvernementales face à tous ces CSST, puis tout ce que tu veux, là, toutes les réglementations qu'on nous impose de langue française puis de tout ça, puis qui viennent nous polisser sur toutes sortes de choses, puis je devrais pas dire ça, mais la moyenne entreprise, c'est encore pire, parce que là, tu as le cul entre deux chaises, puis tu es obligé de répondre comme une grande entreprise, mais tu n'as pas les moyens d'une grande entreprise. L'entreprise moyenne au Québec, il n'y en a pas tant que ça, puis elle est difficile à atteindre. Fait que, il y a la langue, on travaille dans 2 langues. Ouais. Dès que tu veux faire un peu de business plus grande qu'au Québec, il faut que tu t'exportes, il faut que tu travailles en anglais. Donc, tout doit être traduit parce que tu ne peux pas t'exprimer dans un courriel en anglais à quelqu'un. Tu sais, c'est vraiment compliqué puis c'est vraiment lourd. C'est quoi la taille où ça devient compliqué? Ben, ça dépend des organisations. 20 employés plus, ça OK. commence à être un peu. 50 employés plus, là, c'est un autre ballgame. C'est rendu à combien? 50 chez vous? Ouais, À peu près? ouais. Bon, on était plus que ça, mais Ouais, mais là, aujourd'hui, on est là, ouais. t'as 50. Ouais. Place inconfortable. OK. Puis, tu sais, tu le disais, je pense, je me souviens pas du chiffre exact, mais je pense que c'est 90% des business que 2 personnes et moins, ou à peu près. Là. Tu sais, c'est quand même... Fait que le Québec est composé de très petits entrepreneurs. Micro-entrepreneurs. Moi, j'appelle ça des micro-entrepreneurs. Ah ouais, Puis c'est moi, vrai. probablement, c'est ce que je ferais si j'arrivais à une entreprise à repartir, je resterais un micro-entrepreneur parce que finalement, tu vis bien puis que tu fais ce que tu aimes. Puis bon. Mais si tu as des ambitions au Québec, bonne chance. Bonne chance. Parce qu'il faut que tu travailles C'est vraiment... avec des paramètres que pas beaucoup de monde ont. Puis si tu es une femme entrepreneur au Québec, encore une fois, tu es vraiment pénalisé parce que le Boys Club est encore très fort au Québec. Des contrats gouvernementaux, c'est pas les filles qui les ont. Marie Saint-Pierre n'a jamais eu un contrat gouvernemental. Puis là, je vais dire quelque chose. T'as courtisé des contrats gouvernementaux? Non, mais il devrait y avoir des appels d'offres dans lesquels je puisse... oui, j'en ai fait pendant le COVID. Je ne les ai pas eu. J'en ai eu aucun. OK. 0 contrat. Puis là, je veux pas... Pour pas nommer personne, il y a un homme avant moi qui en a eu des tonnes de contrats. Je comprends. Moi, j'en ai jamais eu un. Jamais eu un. En 37 ans d'existence, on m'a jamais offert un contrat au Québec d'une institution de mon gouvernement. Je m'excuse, les entreprises qui réussissent bien au Québec, c'est parce qu'ils travaillent pour les gouvernements. Ils font des routes, ils font des hôpitaux, ils vendent à des projets d'accès au marché gouvernemental. Okay? Donc, parce qu'on est une jeune société.
Donc, si tu n'as pas de contrat d'uniforme, de ci ou de ça, on t'offre jamais, on t'offre jamais de contrat. Tu peux pas jamais scaler ce que tu fais. Donc, puis je pense que d'être une femme, ça fait partie de ça aussi. Le Boys Club, tu dirais-tu par rapport au secteur du vêtement ou en général? Ah, dans tout, Dans tout. dans tout, dans tout, dans tout. Ouais, Même ouais, ouais. aujourd'hui, tu penses pas que ça a un peu changé? On veut que ça change. Ah, ben ça, oui, ça, on veut. Mais Moi, je le ressens pas tant que ça. Peut-être parce que ça fait tellement longtemps que je le veux que même s'il y a un petit soubresaut positif dans le domaine, je le vois pas parce que je voudrais qu'on soit beaucoup plus loin que ça. Mais il y a encore le syndrome de l'imposteur, là, tu sais. Puis je dis ça, je mets des bémols là-dessus, j'inclus pas tout le monde, mais beaucoup de femmes qui prennent le pouvoir des grandes institutions québécoises font moins pour les femmes que même des hommes. c'est intéressant, ça. Fait que les femmes, c'est ça, est-ce que tu trouves que la solidarité féminine est là? Elle se veut être là. Est-ce Mm. qu'elle est là? Moi, je crois pas. Je crois pas. Les femmes ont encore du travail à faire. Parce que, peut-être parce que les femmes qui sont qui sont nommées à des. Puis je nomme pas personne, puis je pense même pas à personne. Non, non. C'est très générique ce que je dis. J'ai l'impression qu'ils sont nommés là par des hommes et qu'encore une fois, s'ils doivent Leur présence à un à homme. des hommes. Ouais. C'est des hommes qui les ont mis là. Et c'est pas. Ils se sentent pas encore responsables de leur propre succès. Fait qu'il y a comme. T'as beau dire que. Puis il y en a, hein, et puis j'avais plein de femmes solidaires de femmes, là. Hein, c'est comme. Écoute, Marie, si on est 9 employés, on est toutes des femmes. Ouais, Toutes des femmes. ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que j'habille plein de femmes qui sont solidaires. Mais j'entends encore des gens qui me disent « Ah, moi, je suis pas féministe. » Parce que on veut pas aller dans l'extrême de la bataille. On n'est pas dans une bataille contre les hommes. On est dans une bataille pro-femmes, de s'aider entre soi. Et non pas de lutter contre les hommes. Il n'y a aucune lutte contre les hommes. Il y a juste une lutte des femmes de prendre leur place puis de s'entraider. Puis c'est plus difficile qu'on pense de s'entraider entre femmes. Je le vois par les habitudes de consommation de gens que je côtoie, je le vois par des... Puis encore là, j'exclus plein de mes clientes, puis j'en exclus d'autres que je connais pas, qui sont fantastiques, puis qui ont déjà fait tout ça dans leur tête, puis c'est pour ça qu'on s'aime, puis pour ça qu'on est encore ensemble, parce qu'on pense pareil. Mais il y a encore aussi une masse critique qui n'a pas bougé de place, qui s'est pas engagée dans sa vitalité d'encourager des femmes dans le vrai sens du terme, puis de prendre la défense des femmes. Puis tu penses-tu que des fois, en tant que femme, tu sais, que de postes d'importance, peu importe l'organisation, tout ça, tu penses-tu que le syndrome d'imposteur est encore plus fort, tu sais? Moi, je le vois. Plus on a accès à des postes importants, oui. Ben, c'est ce que je ressens, hein? Ouais. Donc, puis je dis, c'est pas du 100% mais il y a des relents. C'est difficile à combattre, ce qui fait qu'on n'arrive pas non plus à prendre l'occasion au vol parce que c'est un échange, là. On est dans une partie de balle, là. Il faut que les échanges se fassent. C'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans, c'est pas demain. C'est OK, on peut-tu compter sur toi? Tu peux-tu m'aider à faire ça? Ouais. Et ça reste compliqué pour les femmes encore, je pense. Les femmes entrepreneurs. Puis ceux à qui je parle, que je côtoie, il y en a qui disent non. Mais la plupart disent oui. Donc, puis j'en connais qui disent non. Ben, peut-être parce qu'ils ont des hommes à côté d'eux, ou ils ont un partenaire, ou ils ont des associés qui sont masculins, je ne sais pas. Mais moi, je suis woman-led, woman-owned. C'est un logo qui existe, de Woman Owned. Tu peux utiliser ça. Beaucoup d'entreprises cherchent bien des logos en ce moment, oui. Ça fait du bien, hein, un bon logo. Dis celle qui a 3 logos ici. Ouais. Non, mais vous, c'est justifié parce que vous travaillez, et puis c'est correct de le faire puis de montrer l'exemple. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas le temps d'aller chercher des logos, puis tu sais, je suis dans un mode de survie depuis 37 ans. Et puis, chaque jour, il faut que je mette mon armure puis que j'aille me battre.
que ça soit pour continuer ou pour trouver des opportunités qu'on m'offre pas. Ou que, tu sais, je veux dire, le Québec ne m'a pas donné d'opportunité, jamais, de rien faire avec eux. Je n'apparais nulle part. Puis pourtant, tout le monde te connaît. Ouais. Puis pourtant, ben, je suis peut-être la seule, tu sais, aussi, qui reste, là, puis qui a une vraie Peut-être, maison, puis qui a une vraie peut-être. infrastructure, puis qui a, Ouais. je veux dire, je pense que dans l'histoire, on va se souvenir de Marie Saint-Pierre, puis je m'en fous à la fin, là. Hein. Moi, quand je suis morte, puis j'en ai rien à cirer. Mais je fais les choses pour bien les faire. Je les fais pas juste pour les faire. Je suis trop libre penseur et d'esprit libre pour me battre à faire quelque chose qui n'a pas d'importance. Je me bats parce que je pense que ça a de l'importance. On parlait de logo, puis t'as pas le temps de faire ça, puis tout ça. Puis je trouve que c'est un discours intéressant parce que je me dis, c'est quoi notre défi, nous? Nous, dans le fond, là, on propose des logos aux entrepreneurs pour mettre de l'avant la provenance locale de leurs produits pour que le consommateur puisse dire, hey, j'ai envie de choisir un produit du Québec. T'sais. Notre défi est-tu auprès des entrepreneurs, selon toi? Des convaincre d'embarquer dans ce mouvement-là parce que c'est trop compliqué, parce que, tu sais, il y a mille et une choses. Si tu remets le travail à faire sur l'entrepreneur, ta réponse, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Je veux dire, ceux qui ont le temps, ça va être toujours les mêmes, ça va être les plus gros, les plus... tu sais. Mais l'entrepreneur qui est dans une entreprise qui à la fin, je veux dire, il choisit ses priorités parce que les journées sont quand même longues, sont quand même dures. Puis, bon, il y a peut-être des entreprises où c'est plus facile. Là, tu sais, il y en a, mais moi, dans le secteur dans lequel j'œuvre, je veux dire, on est à 6 collections par année. Je veux dire, il n'y a plus de temps de répit, il n'y a pas de temps de vacances. On est tout le temps en mode... Puis pour rester actif dans notre distribution, parce que c'est pas moi qui veux faire 6 collections, mais si je livre pas de la nouveauté à mes magasins, puis je parle pas de mes boutiques en propre, je parle des magasins auxquels on vend aux États-Unis, au Canada, ben je vais perdre du chiffre d'affaires, je vais perdre... alors, pas que, le travail de justement de mettre ces certifications-là ou ces logos-là sur des produits, il faut que ça en vaille vraiment la peine. Puis comment ça en vaut la peine? Ben, c'est quand peut-être qu'il faut le mettre, que les gens le demandent, tu sais, que le consommateur le demande au départ, dire « Hey... » Puis tu disais, faut que les gens le recherchent. Puis tu sais, je pense que, je ne suis pas sûre du chiffre, là, mais j'avais lu, je pense que c'est 57 ou 59% des consommateurs qui ne croient plus les allégations. Parce qu'il y en a tellement, parce qu'il y en a beaucoup. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Tu sais, ça demeure un défi quand même de se positionner dans cette Comment à lire les étiquettes à l'épicerie, tu te rends compte que oui, c'est compliqué. C'est très compliqué. Tu sais, je veux dire, parce qu'entre la source du produit, où est la fabrication, où est l'emballage, la distribution, machin, on peut, tu sais, je veux dire... Ouais. C'est comme les maisons de luxe. À un moment donné, on découvre que, hop, tout d'un coup, ils font des sacs à 30 €, puis ils vendent 30 000 €, puis on se dit, ah ouais, puis ils sont faits juste à côté par des gens qui vivent dans des usines 7 jours par semaine, puis qui sont payés 20 € par mois. Parce que le marketing a été bâti en fonction de... Oui, est-ce qu'on croit encore à ça? Ouais. Puis, fait que les certifications, tout ça... moi, j'achète des matières premières qui sont certifiées, puis en Italie, ils ont énormément de certifications sur leurs produits, puis moi, j'y crois, mais je suis en business to business. Ouais. Je suis pas en B2C. Fait qu'en business puis business, je crois à ça, ces certifications-là. Toi, tu en recherches. Hein? Tu vas rechercher les certifications. Ah oui, complètement. Ouais. Oui, parce que pour moi, j'ai besoin de quelqu'un qui accrédite aussi. J'ai pas les moyens d'envoyer quelqu'un pour vérifier comment ils produisent. Là. Tu sais, je veux dire, j'ai les moyens de vérifier qu'ils produisent de façon par le produit qu'ils me livrent, mais j'ai besoin des certifications pour voir qu'ils font bien leur travail puis qu'ils font ce qu'ils me disent qu'ils font. Donc oui, dans le B2B, je pense que c'est plus facile d'aller chercher des certifications. Dans le B2C, mais là, faut que tu trouves ce qui est ton consommateur. Oui, ce qui parle au consommateur, puis ce qui n'est pas un mensonge, puis il faut que tu sois précis, puis à ce moment-là, il faut que tu sois très diversifié. Nous, on le voit, on est juste dans des certifications locales. Oui. C'est simple. Puis ils sont importantes. C'est important. Dans un contexte de tarif, c'est super important. Moi, je suis comme avec ma loupe dans les magasins, puis je veux dire, j'ai tellement changé mes habitudes d'achat que j'étais déjà bonne là-dedans, là, je dois le dire. Là, je suis déjà quelqu'un qui aime aller chercher des choses locales. D'abord, j'encourage les gens. Puis
je suis un peu débile, là, tu sais. Moi, s'il y a 2 supermarchés sur la rue, j'encourage les 2, tu sais, Ah, OK. parce que je veux qu'ils vivent les 2 en en collégialité, puis je pense que c'est mieux qu'il y en ait 2 qu'il y en ait un. Concluons, en fait, sur, juste un peu plus le futur parce que tu sais, tu représentes une marque qui est forte. Tu sais, je veux dire, tout le monde connaît Marie Smith. En tout cas, je connais pas les chiffres de notoriété, mais tout le monde connaît. Comment qu'on prépare, sa relève, tu sais, dans un cadre où on représente cette marque-là de façon tellement présente? Ben, ça se prépare depuis longtemps. C'est les procédures, c'est des tu sais, je veux dire, il faut que le travail soit fait d'une certaine façon. Il y a une rigueur, il y a une pensée, il y a des valeurs, il y a tu sais, que le produit existe en dehors de moi, le créateur, je pense qu'il existe déjà à travers le savoir-faire de mes équipes, à travers le savoir-faire de tout ça. Heu, la suite, ben, oui, j'ai une fille qui est dans l'entreprise, c'est l'historienne de Marie Saint-Pierre. Elle connaît mieux l'histoire de Marie Saint-Pierre que moi-même. Moi, j'ai peut-être des petits blancs de mémoire, mais heu, j'ai un fils qui vient de graduer en business. Est-ce qu'ils vont travailler ensemble? Je ne sais pas. Je leur livre pas une entreprise, qui leur donne une vie facile. C'est un cadeau avec énormément de responsabilités. Des défis. Est-ce qu'il y a un futur pour des maisons indépendantes? On le voit partout en ce moment. On a un gros doute sur les maisons indépendantes. Puis en même temps, il y a un cri des petites entreprises qui disent oui, on y croit, mais est-ce que ça reste des micro-entrepreneurs? On ne le sait pas. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve dans l'univers de la business? Alors, moi, je veux pas, là, puis un peu comme Giorgio Armani qui est décédé dernièrement, puis qui a refusé de léguer à ses enfants l'entreprise, puis qui les a forcés à vendre parce qu'il il était convaincu euh, que c'était, premièrement, une trop grosse responsabilité et que ça n'allait pas leur donner une vie nécessairement, la vie qu'ils voulaient. Donc, que c'est trop lourd. Trop lourd. Si tu avais, disons que tu pouvais retourner dans le passé en 1986-87, là, dans tes débuts, tu te donnerais-tu un conseil? Ouais, je partirais pas en affaires. Je partirais pas, c'est sûr. Ah, pour vrai? Ah, non, non, non. Non, parce que c'est trop difficile. Non, je partirais pas. Non, je partirais pas. Puis je devrais pas dire ça, mais en tout cas, pas dans un. J'avais d'autres plans de carrière qui auraient pu se mettre en place. J'avais d'autres choix où je sais que ça aurait été beaucoup plus facile pour moi. J'ai choisi la voie difficile, mais c'est un peu, je l'ai choisi un peu en l'honneur de ma mère. Ah oui? Ouais, ouais, OK. ouais. Ma mère qui m'a tabassé les oreilles de me dire: «Sois indépendante financièrement, sois indépendante financièrement, sois indépendante financièrement. Marie, il faut que tu sois indépendante financièrement». Donc, d'être entrepreneur, autrement dit, d'être, en tout cas autonome, financièrement et ma mère était une femme très talentueuse, elle était très créative en termes heu, dans la nourriture, dans le décor, dans tout ce qu'elle touchait, c'était beau, là. Elle était à la maison? Oui. OK. Ben oui, ma mère était fille de plusieurs enfants. Les garçons sont à l'université, mais elle n'est pas à l'université, donc elle a travaillé comme l'histoire de plein de fait que c'est pour ça qu'elle voulait que je sois indépendante, financièrement, que j'ai puis, c'était une vraie carte de mode. C'est une femme qui avait beaucoup de style, qui était, dans ce que donc elle m'a introduit à des belles matières, à des beaux vêtements. Puis ma mère achetait très, très peu, là. C'était pas quelqu'un qui allait magasiner les non, non, elle s'achetait quelques pièces, puis c'était comme, donc, elle était pas tant en moyen que ça, puis elle aimait mieux s'acheter des belles pièces, mais de façon très frugale par rapport à s'en acheter beaucoup. Donc, ma mère, sa garde-robe était très petite, mais c'était toutes des pièces magnifiques. Fait que donc c'est là aussi que j'ai appris d'elle, de pas nécessairement être à la recherche de la multiplicité des choses, mais plutôt d'aller chercher l'excellence dans quelque chose, puis d'avoir envie de quelque chose de super, de bien, du meilleur, puis d'attendre, puis d'être capable de se le payer. Donc, ça fait partie de la façon dont j'ai été aidée. Fait que,
c'est tout ça un peu que je traduis dans l'histoire de Marie Saint-Pierre. Puis j'ai pris son nom de famille aussi, donc Ah, c'est oui, je savais nom de pas. famille de OK. Ouais, OK. donc donc ça, je pense que ma mère aurait probablement bâti cet empire-là si elle avait eu si elle avait été bon, on l'a bâti ensemble. Elle m'a beaucoup aidée quand j'ai commencé. Puis j'étais contente que ma mère soit dans mon entreprise, que je puisse lui donner un peu cette joie-là de participer à l'entrepreneuriat, à la mode, quelque chose qu'elle aimait beaucoup. Donc, Ça a été vraiment une belle discussion. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai vraiment, tu sais, on a beau lire sur toi, je trouve que tu es très généreuse. Tu sais, j'ai appris vraiment beaucoup de choses, puis j'ai trouvé que c'était très vrai. Fait que j'ai beaucoup aimé l'échange aujourd'hui. pareillement, oui, c'est définitivement réciproque parce que la conversation, elle a commencé avant Oui, le podcast. Et puis, Fait que j'ai un cadeau pour toi. oh, ben, t'es fine, merci. J'ai un sac avec plein de produits qui sont conçus, fabriqués. Ben, t'es fine. Ben là, oui, Fait que là, tu vas découvrir, Oui, c'est sûr, je vais découvrir des des choses. produits. Il y en a des Woman Owned. Tantôt, tu me parlais de Woman Owned, puis je pensais constamment à The Unscented Company avec Annie Rouleau qui porte tellement son entreprise avec fierté, avec fougue. Oui. J'ai un produit là-dedans, j'ai des trucs pour garder les mains chaudes de Hot Pot, j'ai des belles bougies. Fait que tu vas sûrement faire des belles découvertes. Écoute, oui, c'est clair. Tu vois, je suis déjà le nez dans le sac. Ben, je te là. comprends. Tu me comprends que... Je te comprends. Donc, merci de me... Merci mettre à toi en d'être lien avec eux. Donc, va me faire des nouvelles amies. Au plaisir de se recroiser.